Hello, c'est Anthony Alimi pour le podcast Talkin' Moutarde. Dans cet épisode, vous allez pouvoir écouter la première partie d'un live Instagram de novembre 2023 réalisé avec Joshua Lavallée, un formateur qui forme sur la lombalgie persistante. On y parle de plusieurs mythes qui ont la peau dure, même chez les gens qui se disent EBP. Parce que j'ai utilisé un outil pour m'aider à gérer le son qui avait plusieurs coupures, vous n'aurez pas accès à la vidéo exceptionnellement pour cette série d'épisodes. Posez vos questions, commentez, partagez. Je crois que cet épisode est ultra nécessaire pour tous les kinésithérapeutes qui s'occupent de patients ayant des lombalgies. Talkin' Moutarde. La kiné épicée. Si j'ai invité Joshua Lavallée, c'est parce que c'est un peu son domaine d'expertise de la lombalgie. Il donne d'ailleurs une formation sur le sujet que j'ai fait et qui était cool, donc je vous conseille chaudement. Et ce soir, on n'a pas choisi des mythes au hasard. En fait, j'ai fait moi-même une liste de mythes, de choses. J'ai regardé un peu des conférences qui étaient intitulées EBP et j'ai repéré des trucs qui étaient pas trop en accord avec les données de la littérature sur le sujet parce qu'il y a des mythes qui ont la peau dure. Et donc, je me suis dit que ça valait le coup qu'on en parle avec Mister Lavallée, ici présent. Est-ce que tu as une chose à dire avant qu'on commence? Déjà, merci de m'inviter. Ça fait plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets-là. Et du coup, oui, j'ai un conflit d'intérêt dans la mesure où, du coup, je donne des formations en lien avec la lombalgie, notamment la lombalgie chronique. Mais à part ça, non, je suis content d'être là. Très bien, super. Donc, ce que je te propose, c'est que j'énonce les mythes un par un. Tu fais ton retour sur chaque mythe. Et moi, j'ajoute des choses avec mon idée. J'ai vu que tu m'as produit un petit doc aux petits oignons, donc c'est parfait. Ouais. Peut-être qu'on peut D'ailleurs, le partager. Ouais, exactement. C'est ce que je vais te proposer, c'est qu'éventuellement, on le laisse éventuellement comme un peu comme résumé de notes pour après le live, quoi. Ok, très bien, ça me va. Je rajouterai des trucs en fonction de ce que j'ai dit aussi. Alors, le premier mythe que je voulais qu'on adresse, c'est un mythe que j'ai entendu, c'est une métastase osseuse, c'est une douleur constante, on ne peut pas la moduler. Donc j'avais entendu ça dans une conférence et ça m'a grave choqué parce que en fait ça correspond pas à mes croyances. Donc j'ai un peu vérifié dans la littérature et du coup j'ai trouvé des choses, mais toi aussi. Donc du coup je veux bien que tu m'évoques un petit peu ce que tu as trouvé. Alors, on a des études de cas qui ont été publiées qui montrent que, notamment en phase initiale, de personnes qui finalement présentent une lombalgie a priori aiguë, a priori en lien avec des événements, physiques, donc entre guillemets mécaniques, et qui plus tard ont été diagnostiquées avec une tumeur ou des métastases, peuvent présenter initialement effectivement des douleurs avec un comportement mécanique. Généralement, ils n'ont pas que ce symptôme-là, mais il va y avoir quand même des douleurs qui vont avoir un comportement mécanique. Notamment, j'avais mentionné l'étude de cas publiée par Finney Kane, qui est donc l'autrice qui a coordonné ensuite le cadre, les frameworks. Exactement, le framework international sur le dépistage de pathologies sérieuses. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est également, je crois, la présidente de l'IFOMT, si je dis pas de bêtises. Et donc dans son rapport de cas, elle évoque une patiente donc âgée qui présente des douleurs à comportement mécanique. Les douleurs débutent sur un port de charge, l'horaire est mécanique, les symptômes sont intermittents. La patiente répond à la kinésithérapie. Elle répond également aux antalgiques de type tramadol. Mais en fait, la suite de son évolution montre que finalement elle récidive, que finalement elle finit par ne plus répondre aux antalgiques, ne plus répondre à la rééducation, et finit par développer d'autres symptômes, notamment des funny feelings, comme disent les Anglais, donc des symptômes irradiés par exemple dans l'abdomen, dans le thorax, dans les cuisses, et donc du coup elle finit par ne plus répondre, par avoir des symptômes un peu variés qui apparaissent, donc notamment des symptômes en bande au niveau de l'abdomen, et des symptômes un peu étranges dans le membre inférieur, qui suivent pas un trajet dermatomal, qui sont pas vraiment des douleurs, mais donc des funny feelings, comme disent les Anglais, et elle finit par être diagnostiquée avec effectivement une tumeur, une métastase localisée au niveau thoracolombaire. Donc, comme quoi, là, ce qui a compté en fait dans dans ce rapport de cas-là, d'une part, ce sont les facteurs de risque. C'était une personne âgée et alors je ne sais plus si elle avait des antécédents de cancer. Il me semble que oui, elle avait des antécédents de cancer. Et finalement, ce qui a compté, ça a été en fait le suivi de cette patiente et notamment l'évolution des symptômes dans le temps et voir le changement de comportement des symptômes dans le temps.
Ok, très bien. Et du coup, moi, dans la même veine, j'avais un rapport de cas de 2014 de Mabry et ses collègues, où du coup, c'était une patiente qui avait une douleur lombaire assez haute, donc au niveau de L1, L2, je crois, et qui, en fait, était mécaniquement répondante. Donc, comment ça veut dire mécaniquement répondante? C'est une personne qui, quand elle faisait des mouvements d'extension, elle avait une douleur qui était totalement abolie à l'issue de la séance de kiné. Mais entre chaque séance, ces douleurs revenaient et en fait, il y avait zéro évolution et ça a duré comme ça plusieurs mois pour qu'en fait, finalement, on découvre qu'elle avait une métastase osseuse. Et est-ce que cette métastase osseuse était la cause des douleurs ou pas? Bah, en tout cas, ça correspondait complètement à la zone douloureuse. Donc, du coup, même des personnes qui ont une abolition complète des douleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de red flag. Moi, dans ma pratique clinique, j'ai déjà eu un patient une fois qui est venu, il venait pour le genou de base et il déclenche un épisode de douleur lombaire aiguë. Je veux travailler sur son genou, donc bah, du coup, je propose qu'on essaie de faire passer un petit peu sa douleur. Et il fait plusieurs mouvements et les mouvements, ça change pas trop ses douleurs, mais tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la chaise. On fait de la chaise isométrie et de l'isométrie contre le mur. Il y va à fond et tout ça. Et douleur, disparition complète pas complète, mais grosse diminution de ses douleurs. Il arrive à refaire des extensions lombaires qu'il n'arrivait pas du tout à faire avant. Et en fait, ce patient-là, il avait une spondylodicite, donc une infection au niveau du rachis. Et finalement, bah même s'il avait un truc qui était potentiellement très grave, on aurait pu se dire, bah tiens, de toute manière, on va pas faire disparaître son infection en faisant des mouvements, en faisant de la chaise. Eh ben, il a une abolition quasi énorme de ses douleurs, enfin, diminution énorme de ses douleurs, et donc du coup, ça laisse suggérer que c'est pas parce qu'on arrive à changer la douleur en kiné que on peut se dire, c'est bon, on est tranquille. Complètement. Nous d'ailleurs au cabinet, on a eu une patiente chez qui on suspectait une spondylodicite. Bon, malheureusement, le diagnostic n'a pas été confirmé parce que les examens idoines n'ont malheureusement pas été réalisés. Mais c'est une patiente qui avait des symptômes qui étaient constants, qui empiraient progressivement depuis plusieurs années. Alors vraiment constants, hein, elle avait pas de caractère intermittent en fait caché, comme c'est un patient qui peut vous dire ah oui oui j'ai mal tout le temps, mais c'est une manière de dire qu'en fait la douleur les pollue vraiment dans tous les aspects de leur vie. Elle avait vraiment une douleur qui était permanente. Elle avait pas vraiment d'horaire inflammatoire la nuit notamment, elle avait pas forcément plus de douleur, mais elle avait des douleurs qui étaient soulagées exclusivement par la prise d'antibiotiques. Et c'était une patiente qui avait des infections de répétition, infections urinaires, otites, qui étaient récurrentes. Donc on avait quand même pas mal de signes d'alerte et ça correspond assez au profil clinique d'une infection lombaire. Et cette patiente-là a pu être améliorée avec la rééducation, avec de la remise en charge progressive notamment. La seule chose qui n'a pas pu être récupérée, ça a été la course à pied. Ok. Donc ça rejoint ce que Donc, tu dis sur le fait que c'est pas parce qu'on répond forcément cliniquement, en rééducation, que ça garantit qu'en fait il y a pas autre chose de plus sérieux là-dessous. ouais. Il y a Julien qui nous demande si pour le spondylose, j'avais des signes nocturnes. Alors, moi, le patient avec le spondylose, c'est une douleur super aiguë. Donc, il venait tout juste de la déclarer. Ça faisait 2 ou 3 jours. Donc, il n'y avait pas encore beaucoup de red flag. Mais pour justement les douleurs nocturnes, on va l'aborder. Ce sera notre point. Là, c'est le deuxième point. Donc, ça fait un super, Alors, avant peut-être, je pense savoir d'où vient l'idée que une douleur liée à une tumeur doit être constante. En tout cas, ne doit pas être mécanique. Il y a une étude de Chad Cook et collaborateurs qui a été publiée en 2011 où ils ont recherché justement des indices cliniques et des caractères éventuellement non mécaniques de douleurs en lien avec des métastases et retrouvent en effet qu'il y a une corrélation assez élevée entre la présence d'une douleur qui est non mécanique et la présence de tumeurs. Mais ça ne veut pas dire que toute douleur non mécanique ne représente pas quand même en fait potentiellement une tumeur. Donc, le seul comportement clinique de la douleur n'est pas suffisant pour pouvoir exclure ou inclure une tumeur. Simplement, notre vigilance doit être plus élevée face à une douleur qui est non mécanique, mais la présence d'une douleur mécanique n'est pas suffisante pour être parfaitement rassurante, même si on rappelle que quand même les tumeurs sont quand même excessivement rares, notamment en première intention. Donc encore plus en soins secondaires ou tertiaires où nous, les clients, on intervient. ok. Bah, du coup, on peut enchaîner, du coup, si tu veux, avec l'idée aussi que les pourcentages de patients qui, en fait, s'avéraient avoir une métastase osseuse, un cancer qui déclenche la lombalgie et qui finalement n'avait aucun red flag,
c'était quand même 64% des patients qui avaient un cancer. 64% des patients qui avaient un cancer, finalement, n'avaient aucun autre red flag. Et Oui. donc ça pourrait te faire flipper. Et moi, ça m'a rassuré, en fait, d'apprendre ça. Parce que je me suis dit, OK, même si je fais parfaitement mon boulot, et ben finalement, même en faisant parfaitement mon boulot, je raterai quand même des trucs. Donc, du coup, si je rate, c'est pas forcément que de ma faute. Et du coup, moi, ça m'a fait affaire avec lui. Tout comme par exemple parfois le seul symptôme d'une dissection aortique, le seul symptôme d'une dissection éventuellement même voilà, carotidienne, parfois c'est simplement la douleur cervicale ou la douleur lombaire. Et donc, en effet, on peut avoir beaucoup en fait de faux négatifs dans les red flags. Donc, c'est-à-dire des red flags qui vont être négatifs pour une pathologie donnée alors qu'ils auraient dû être positifs dans l'idéal. Et c'est un peu le problème des red flags d'ailleurs, c'est que notamment pris isolément, et d'ailleurs on va reparler juste après, il me semble, les red flags ont beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Ça dépend un peu des red flags, mais leur clinimétrie, notamment pris isolément, n'est pas très bonne. Ouais. Bah justement, ouais, le deuxième mythe dont on voulait parler, c'était la douleur en deuxième partie de la nuit, c'est un red flag. Genre, le patient il a ça, faut s'inquiéter. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un critère, c'est un drapeau rouge qui est présent dans les recommandations de la HAS de 2019, où l'intitulé c'est douleur de type non mécanique, douleur d'aggravation progressive, présente au repos et en particulier durant la nuit. Alors, il faut bien voir aussi de quoi on parle, parce que toute douleur de nature inflammatoire, donc, enfin, avec un horaire inflammatoire, donc en théorie, une douleur nocturne qui réveille la nuit, ne reflète pas forcément le même processus physiopathologique. On peut avoir une inflammation qui va être liée, en fait, un horaire inflammatoire qui va être lié à la présence d'une infection ou d'une tumeur, ou encore d'un rhumatisme inflammatoire comme la spondylarthrite. Donc, il faut bien aussi raisonner en termes de quelle est la pathologie que je suspecte derrière mon red flag. Et ça change la clinimétrie, en fait, parce que ça change la référence standard qu'on va utiliser. Donc, la clinimétrie, notamment pour une infection, on a pas mal de données qui montrent qu'en fait, elle est pas très bonne. La douleur nocturne seule, eh bien, on a un faux positif pour une infection dans 96% des cas. Donc, c'est colossal. Autrement dit, face à une douleur nocturne, c'est pas suffisant pour pouvoir se dire qu'il y a une infection. En revanche, j'ai pas les données, je connais pas les données clinimétriques. C'est pourtant pas faute d'avoir cherché, mais sans doute que la clinimétrie d'une douleur qui réveille la nuit, notamment en fin de nuit, sans doute serait meilleure pour un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthrite ankylosante, en tout cas spondyloarthropathie axiale. Bien sûr, toujours en association avec d'autres indices cliniques, notamment des signes, on va chercher des signes de symptômes d'inflammation extra-rachidiens. Donc ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être la présence de psoriasis, ça peut être la présence d'irritation oculaire, ça peut être la présence de troubles inflammatoires de l'intestin, ce genre de choses. Okay. Bah là, c'est parfait, parce que moi, franchement, j'ai rien à ajouter là-dessus. De toute manière, c'est clair. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que un patient qui a des douleurs la nuit et en deuxième partie de nuit, c'est pas forcément un patient qu'il faut réadresser pour autre chose. Même il faudra du coup plutôt faire attention aux signes complémentaires. Mm. C'est-à-dire que seul, c'est pas suffisant pour dire je renvoie. C'est ça. Je pense que c'est extrêmement important de rappeler que par rapport au drapeau rouge, on se limite jamais à un seul signe d'alerte. Il faut prendre en compte les antécédents des personnes, les comorbidités, et éventuellement l'histoire familiale, mais éventuellement chercher d'autres indices cliniques, notamment tout se fait l'essentiel se fait dans l'anamnèse. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une suspicion près d'un patient ou vous voulez explorer davantage, l'essentiel des signes d'alerte que vous l'aurez dans l'anamnèse et pas dans l'examen clinique. Donc, passez plus de temps à questionner vos patients si vous avez un doute. L'autre chose que je voulais donner, c'est un cas clinique que j'ai eu au cabinet d'une patiente qui a pour seule plainte une douleur qui la réveille la nuit. Donc, une douleur nocturne, mais qui la réveille assez tôt dans la nuit, autour de 1h30, 2h du matin. Donc, c'est un exemple que je donne dans la formation, justement, sur comment en fait certains drapeaux peuvent être entre guillemets des faux positifs. Et donc cette patiente-là, c'est une patiente qui est jeune, qui est active, en bonne santé, qui n'a aucun autre signe d'alerte par ailleurs. Et il faut savoir que c'est une patiente qui dort sur le ventre. Et pour en fait des raisons qu'on comprend pas très bien, elle a une douleur qui se met à apparaître progressivement et à s'installer, qui la réveille systématiquement la nuit autour de 1h30, 2h du matin. Et en fait, il s'avère que lorsque on fait, pour le coup, un examen mécanique et que on la place en posture d'extension prolongée, on reproduit sa douleur nocturne. Et lorsque la nuit, on la fait dormir avec un traversin ou un oreiller sous le ventre, eh bien, sa douleur, la nuit, disparaît. Donc, encore une fois, il faut aller interroger les modalités d'apparition de la douleur.
Et c'est un exemple, encore une fois, de comment simplement le critère de douleur nocturne peut être un faux positif. On est d'accord que là, du coup, ce que tu suspectes, c'est que en position sur le ventre, elle a plus d'extension rachidienne et que l'extension rachidienne va avoir une plus grande compression foraminale sur ses nerfs ou ce genre de choses. Alors, elle avait aucun symptôme irradié, elle avait vraiment qu'une douleur lombaire. Mais oui, j'imagine en fait, simplement une position prolongée, une position prolongée qui finit par devenir inconfortable, quoi. Que ce soit comme on pourrait avoir sur une position assise prolongée, en fait. Ouais. Okay. Simplement, vu que là, elle dort, elle n'en a pas conscience et elle est réveillée par sa douleur. Ouais. Ok. Donc ça génère la déception jusqu'à ce que la douleur l'arrive. C'est ça. Enfin, a priori. Présupposément. Exactement. Donc là, t'as abordé tout ce que tu voulais aborder là-dessus, ou c'est parce que moi, j'ai juste un truc à rajouter, c'est que ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui ont des douleurs nocturnes et qui sont fortement atténuées, voire disparaissant par de l'exercice physique intense et qui reviennent pas spécialement après fin des exercices. Donc du coup, je suis pas du tout inquiet quand je vois des patients qui ont des douleurs nocturnes. Et comment tu expliques que disons une seule session d'exercice physique intense abolit ces douleurs nocturnes? C'est une bonne question. Moi, j'explique pas, mais si je devais supposer, je sais que du coup, il y a des effets sur du coup les cellules gliales qui vont un peu diminuer l'irritabilité d'hyperalgésie secondaire. Donc du coup, la personne elle est moins sensible. Donc du coup, ça va être plus dur pour elle comme elle est moins sensible, et ça va être plus dur pour elle de redéclencher des douleurs pour les mêmes stimulations mécaniques. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Effectivement, je pense que probablement il y a des changements au niveau ça m'arrive beaucoup plus souvent dans le cadre de neuropathie et des douleurs neuropathiques. Donc je pense qu'il y a des changements dans la physiologie des nerfs qui intervient du fait des facteurs neurotrophiques libérés lors des sessions d'exercice, et que du coup les nerfs deviennent beaucoup moins sensibles à l'hypotension intraneurale qui survient lors de la nuit. Et c'est plus ou moins des facteurs un peu chimiques comme de cette manière-là. Ok. Voilà. D'accord. C'est mes suppositions. J'avoue que là, c'est voilà. C'est toujours intéressant d'avoir aussi et de voir que finalement, en fait, peut-être que encore une fois, on peut moduler assez simplement des choses qui pourraient en fait apparaître comme des drapeaux rouges. Et je crois que là, on vient de donner deux exemples où on dégomme un peu l'intérêt des drapeaux rouges. Je pense que c'est quand même important de rappeler que quand même les drapeaux rouges, ça reste le meilleur outil clinique qu'on ait pour le dépistage de pathologies sérieuses, et qu'il faut pas non plus cracher dessus. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'en servir. Simplement, il faut les contextualiser et tenir compte de leurs limitations et se rappeler que d'une part, face à un drapeau rouge ou face à une suspicion, il faut d'abord rechercher d'autres signes d'alerte. Deuxièmement, il va falloir en fait un peu quantifier notre niveau de vigilance, qui va dépendre à la fois du nombre de drapeaux rouges, mais aussi du type de drapeau rouge et de leur niveau, le niveau d'alerte qu'ils induisent. Et enfin, il y a différentes stratégies lorsqu'on est dans l'incertitude qui permettent justement un petit peu de trancher, on va dire, sur est-ce que la situation est alarmante ou pas, et en tout cas, si elle l'est, pouvoir réagir rapidement. Donc, les deux stratégies qui sont recommandées, la première, vulgairement, c'est ce qu'on appelle le watchful waiting. Ça veut dire l'attente vigilante. C'est ni plus ni moins que jouer la montre en ayant informé le patient de ce qu'on est en train de faire, du fait qu'on devait surveiller l'apparition ou l'évolution de certains symptômes. Éventuellement, instaurer ce qu'on appelle un safety netting, donc un filet de sécurité, où là, on va en fait notifier de ce qu'on a trouvé les professionnels qui encadrent et qui accompagnent en parallèle de nos soins le patient, de manière à ce que eux aussi puissent être attentifs. Et on peut tout à fait, dans ce contexte-là, s'il n'y a pas d'opposition de la part notamment du médecin référent, pouvoir quand même initier un traitement kinésithérapique et pouvoir malgré tout proposer des soins et en fait profiter de ces soins pour avoir cette surveillance justement de l'évolution des symptômes. Donc la présence de drapeaux rouges ne sont pas non plus une contre-indication absolue à la rééducation. Et il y a un autre truc qui est important, je pense, c'est que qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec les patientes avec la métastase osseuse là, c'est que la kiné ne fonctionnait pas dans la durée. Et du coup, c'est aussi intéressant, je pense, de se dire, ce que je suis en train de faire, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on n'a pas raté un truc? Et ça, c'est important. C'est important de se dire, en fait, on n'insiste pas. Si ça marche pas, ça marche pas. Et donc, si ça marche pas, soit on change ce qu'on fait, soit on cherche si on n'a pas raté un truc. Voilà.
tout cas, ça doit ça doit amener à une remise en question. Être face à un échec thérapeutique dans un contexte, on va dire, quand même de soins, imaginons, enfin idéalement bien conduit et qui correspond aux recommandations concernant ce soin. Oui, face à un échec dans un délai, disons raisonnable, ça vaut le coup de s'interroger sur est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on adresse la bonne chose, et éventuellement est-ce que cette chose qu'on adresse, en fait, c'est pas autre chose de plus vicieux qui se cacherait en dessous. Alors, je vois un commentaire qui est intéressant d'Antoine qui nous dit dire aux patients de noter si tel ou tel red flag supplémentaire peut apparaître. Est-ce que ça pourrait pas constituer comme un biais chez certains qui vont ainsi développer de l'hypervigilance? Alors, on est d'accord. C'est toute la difficulté, en fait, dans la communication, d'être vigilant sans être alarmiste, d'être attentif sans être inquiétant. Alors, il y a plusieurs manières donc ça va être beaucoup dans la communication, mais d'abord, peut-être que c'est important de clarifier la situation avec le patient en lui disant, par exemple, écoutez, il y a des éléments qui m'amènent à être attentif, voilà, à la situation. Néanmoins, je suis pas inquiet dans l'immédiat. Je pense pas qu'il y ait des choses graves qui se jouent tout de suite. En tout cas, j'ai pas de raison de le penser pour l'instant. Néanmoins, on va rester vigilant. Et voici, par exemple, une liste de symptômes que je vous demande de surveiller, plutôt, si vous repérez, si vous remarquez que certains symptômes apparaissent, référez-vous à cette liste de manière à pouvoir juger et notamment m'en faire part éventuellement pour voir si ça peut être pertinent pour quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est ce qu'a fait le NHS, donc la Sécu anglaise. Elle a publié des listes de drapeaux rouges à surveiller, par exemple dans le cadre des patients souffrant d'une sciatique, pour surveiller l'évolution d'un syndrome de la queue de cheval. On remet cette liste de symptômes aux patients. C'est les listes en format, en fait, carte bancaire, donc une liste qu'on peut mettre dans le portefeuille, de manière à ce que les patients puissent se référer à cela. S'il y a une évolution défavorable ou anormale des symptômes, ou s'ils détectent l'apparition de nouveaux symptômes, il y a également la conduite à tenir, à savoir, notamment appeler les urgences, contacter un médecin rapidement. Ça, c'est possible de le faire si on suspecte d'autres types de pathologies, par exemple. J'évoquais tout à l'heure la spondylarthrite ankylosante. Le premier symptôme d'apparition, souvent, la première plainte, c'est la douleur lombaire. Peut-être qu'on peut demander au patient s'il remarque l'apparition, par exemple, de douleurs ailleurs qu'au dos, par exemple des douleurs au niveau des tendons, du tendon d'Achille, au niveau de la cheville, au niveau des mains, éventuellement la présence d'irritation oculaire, ce genre de choses. Peut-être que du coup, ça lui permet d'avoir une base sur laquelle se référer et juger de savoir si c'est pertinent de nous en faire part ou pas. Et je crois pas que ce soit vraiment alarmant. Okay. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony. Moi, c'est quelque chose que je fais assez peu, mais ça, en fait, juste le fait de poser les questions aux gens, souvent, ça les rend eux-mêmes hyper vigilants. Donc, sur le sujet. Juste un truc, je pose des questions sur est-ce que vous avez des difficultés pour aller aux toilettes ou vous retenir d'aller aux toilettes, que ce soit sur l'urine ou les excréments. Et du coup, les patients, quand on leur dit ça, après derrière, dès qu'il y a une séance suivante, souvent ils me disent, en fait, du coup, j'ai remarqué que j'ai des petits soucis pour ça et tout ça. Et donc, je pense que même sans leur donner les cartes, ils deviennent hyper vigilants dans tous les cas. Rien que le fait de leur avoir posé la question. Ok. C'est intéressant que tu en parles parce que j'ai pas du tout ce retour-là dans ma pratique. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que les patients soient particulièrement alarmés ou typiquement lorsqu'on évoque ces sujets-là, j'essaie entre guillemets de montrer que voilà, on en a parlé, maintenant on tourne la page, on en revient au sujet principal du soin, qui est l'hypothèse non grave et j'ai pas l'impression d'avoir eu des retours de patients qui me disent mais là en fait ça correspond à ce que vous m'avez évoqué. En tout cas, j'ai un truc qui ressemble un peu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est même plutôt l'inverse dans ma pratique. Peut-être que c'est lié à la population que je soigne, peut-être c'est lié là où je me trouve en France, peut-être qu'à Annecy, on a une population, je ne sais pas, qui est peut-être plus, je sais pas, peut-être plus active, plus jeune, etc., avec une certaine mentalité, je ne sais pas, qui c'est, entre guillemets, qui va peut-être moins s'inquiéter. J'en sais rien, peut-être qu'il y a des biais qui expliquent ces différences-là, en tout cas. Je pense que ça vient aussi de la manière dont je le présente. Mais du coup, je te laisse finir et... Non, et donc du coup, au contraire, j'ai plutôt eu l'expérience inverse. Des gens qui ne s'alarmaient pas alors que ils auraient dû s'alarmer et je leur avais demandé de me prévenir s'ils voyaient l'apparition de tels symptômes. Je pense par exemple à un patient qui se présente en fait avec une NCB. Voilà. On avait rendez-vous ensemble le lundi. Je me suis bourré dans mes rendez-vous et en fait on n'avait pas rendez-vous. Enfin, je l'ai pas noté donc j'ai pas le temps pour le prendre. Et je dis on se revoit du coup vendredi. Cependant, si d'ici vendredi les symptômes qui évoluent, qui apparaissent, tâchez de me prévenir peut-être avant vendredi. Et quand je le revois le vendredi, en effet, les douleurs étaient devenues bilatérales. Et ça faisait partie des choses que je lui ai demandé de surveiller. Et il m'en a pas averti avant. Et j'ai dû reposer la question le vendredi, et c'est là où il m'a dit « Ah oui, c'est vrai que c'est apparu ». Il ne me l'avait pas dit spontanément non plus. Donc j'ai plutôt l'expérience de personnes qui, au contraire, ne sont presque pas assez alarmées, tandis que moi, j'aurais tendance à l'être plus. Ouais.
C'est parce que moi, pendant un temps, j'ai commis l'erreur de beaucoup rassurer les gens quand on trouvait des red flags. Et, D'accord. euh, pour moi, c'est une erreur puisque le but d'un red flag, c'est quand même que les gens ils s'inquiètent pour faire des choses derrière, quoi, Mm. pour faire les choses. Et du coup, ça m'est arrivé de rassurer les gens en disant, bah, écoutez, oui, là, il y a des signes. Et c'est comme que je m'attends, que je mets la ceinture de sécurité à la voiture, je m'attends pas à avoir un accident, mais je suis bien content d'avoir s'il y en a un. Et ça rassurait vachement bien les gens. Donc, du coup, ils allaient pas consulter. J'ai arrêté de faire ça. Et donc, quand je leur pose des questions, je leur indique bien. Donc voilà, je vais vous poser les questions. Normalement, vous allez me répondre non un peu pour à peu près tout. C'est pour vraiment écarter tous les signes qui pourraient témoigner de trucs sérieux qu'il faut peut-être renvoyer chez le médecin pour voir les choses. Et du coup, de cette manière-là, je pense que les gens sont plus vigilants. Et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais moi j'ai tendance à penser que ce serait plutôt une bonne chose. Ok. Éviter de rassurer des gens qui ont des syndromes de la queue de cheval et qui ne consultent pas du coup. On est Ça d'accord. m'est déjà arrivé. Ok. Ça m'est déjà arrivé au moins 2 ou 3 fois. Alors, on passe au point numéro 3, si on veut avancer. On en a 9 en tout. Ils sont pas tous aussi longs. Une sciatique liée à une hernie discale lombaire, ça ne donne pas des douleurs bilatérales. Ça, c'est un mythe que j'ai trouvé. Et du coup, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est pas tout à fait correct. Bah, je suis d'accord avec toi. Ça fait la parfaite transition avec ce qu'on vient d'évoquer, ce que tu viens d'évoquer sur le syndrome de la queue de cheval. Bah, déjà, une hernie discale qui comprime de manière bilatérale les nerfs, donc ça peut faire un syndrome de la queue de cheval. Donc, on a des symptômes bilatéraux. Voilà. C'est excessivement rare. Je sais que c'était décrit. J'ai vu une étude de cas sur un émis syndrome de la queue de cheval, mais dans la majorité des cas, ça fait des symptômes bilatéraux. Donc déjà, la base, la première complication qu'on s'attend face à une hernie discale, ça fait des symptômes bilatéraux. Donc oui, si une hernie discale, ça peut faire des symptômes bilatéraux et du coup, ça peut être grave, ça peut être urgent et il faut pouvoir le dépister. Donc envisager qu'une hernie, ça ne fait jamais des symptômes bilatéraux, c'est relativement dangereux parce que du coup, ça nous engage, ça nous invite à ne pas envisager la principale complication de l'hernie discale, qui est un truc qui doit être opéré dans les maximum 48 heures. Donc, je trouve déjà problématique de ce mythe-là, il est dangereux. Tu allais dire quoi, Anthony? Du coup, pour toi, là, un syndrome de la queue de cheval, tu penses qu'il faut opérer rapidement. J'ai bien compris. Alors, en tout cas, dans les recommandations, c'est ça. Par exemple, j'évoquais les drapeaux rouges proposés par la NHS sur le syndrome de la queue de cheval. Ils incitent quand même vraiment à consulter le plus vite possible et idéalement que la prise en charge, en tout cas, soit faite dans les 24 à 48 heures. Après, selon la vitesse d'évolution clinique, je pense que c'est quand même le neurochirurgien qui va décider du délai opératoire. Mais il y a quand même une recommandation que, dans l'idéal, la prise en soin doit se faire dans les 24 à 48 heures. Et en général, ça se solde quand même par une opération à la clé. Ouais. Moi, c'est juste que j'avais vu des données plutôt un peu plus récentes sur plus récentes, non, c'est pas vrai. J'ai vu des données assez récentes sur le sujet ou des revues sur le sujet où en fait on s'est rendu compte que le pronostic fonctionnel était pourri, qu'on opérait rapidement ou pas. Donc en fait on disait il faut opérer rapidement pour éviter les problèmes fonctionnels qui persistent. Et en fait même en opérant rapidement, c'est terrible, c'est nul. Je pense qu'il y a aussi des enjeux médico-légaux à ça, hein. C'est-à-dire que si on dit ouais, bah, de toute façon c'est perdu pour perdu, on opère la semaine prochaine, tu vois. Je pense qu'à la fin, si les gens ont vraiment comment dire, une impotence fonctionnelle sévère, ils pourront pas ne pas tenir compte du fait qu'ils ont été opérés une semaine après et pas dans les 24-48 heures. Donc je pense qu'il y a aussi un enjeu voilà médico-légal derrière. En dehors de la hernie médiane là qui comprime les deux nerfs, du coup il y a aussi d'autres situations où en fait finalement une hernie Oui, discale peut déclencher des douleurs bilatérales. bah il Presque aussi. y a pas que les pathologies graves du coup comme le syndrome de queue de cheval. On va avoir les hernies médianes. Si elles sont vraiment médianes, si elles sont vraiment symptomatiques, ou le disque éjecte du matériel nucléaire, on peut avoir en fait une irritation bilatérale euh, à la fois des nerfs, du ganglion dorsal, éventuellement même aussi l'appareil nociceptif des méninges. Donc ça peut contribuer à des symptômes bilatéraux. Et il y a aussi des mécanismes du coup de neuroinflammation rétrograde. Donc ça a été mis en évidence chez des patients avec des radiculopathies lombaires chroniques. Alors c'est l'étude de Albrecht, si ma mémoire est bonne, peut-être 2016, 2017 si ma mémoire est bonne, qui met en évidence qu'en fait qu'il y a une neuroinflammation qui va être rétrograde et qui peut être contralatérale. Donc en fait l'inflammation d'un nerf d'un côté
peut finalement, entre guillemets, migrer et amener à une irritation contralatérale et donc des symptômes bilatéraux. On l'observe aussi, c'était mis en évidence dans les compressions du nerf médian comme le canal carpien, où on va avoir une neuroinflammation rétrograde qui amène à des symptômes miroirs, des symptômes contralatéraux. Et les douleurs miroirs, c'est plutôt commun. Et même, j'ai envie de te dire que en dehors des douleurs, même des pertes de fonction nerveuse, des pertes ou gains de fonction nerveuse, ça peut être bilatéral alors qu'on a une compression unilatérale d'un nerf périphérique. Et c'est très très fréquent. Ça peut aller jusqu'à 1/3 à 50% des gens qui ont une compression nerveuse unilatérale qui de l'autre côté déclenchent des pertes de fonction nerveuse ou des gains. Oui, c'est pour ça que c'est ça. C'est que c'est bien de symptômes dont on parle, pas uniquement de douleurs. Et il n'y a pas uniquement du coup que des symptômes, puisque comme tu le dis, il y a aussi des pertes objectives de fonction. Ouais. Donc il n'y a pas que effectivement la douleur miroir qui pourrait être en partie au moins expliquée par la neuroinflammation, peut-être des changements aussi au niveau du corps calleux. Et bref, tout ça c'est ok. T'as des choses à rajouter sur ça, la sciatique, les hernies discales? Pas particulièrement, non. De De toute façon, on va continuer à parler de l'hernie, je crois, sur le point suivant, donc du coup, on verra. Ouais. C'est la fin de cette première partie d'une série de 3 épisodes. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite dans laquelle nous parlerons, entre autres, des signes de Modic, du test d'instabilité lombaire, de McKenzie et bien d'autres choses. À bientôt et épicez-vous!